Je n'ai pas bronché lorsque la voix de ma mère a claqué à travers la table. « Tu ne peux pas simplement nous exclure, Daniel, dit-elle, les yeux humides, mais les ongles toujours parfaitement manucurés. Nous sommes une famille. » Je regardais mon père tourner son café, lentement, délibérément, comme s'il y mélangeait du poison. Mon frère, affalé sur sa chaise, faisait défiler son téléphone, feignant de n'être pas la raison de cette réunion. Les documents juridiques reposaient entre nous, une mince liasse de papier qui valait plus que tout ce qu'ils avaient jamais touché. Ma société, le travail de toute ma vie. Ils voulaient leur part. Je souris. Juste un léger, maîtrisé, presque imperceptible sourire. Ils n'avaient aucune idée qu'il était déjà trop tard. Cela n'avait pas toujours été ainsi. Quand j'avais 16 ans, je passais mes étés à transporter des caisses dans l'épicerie familiale du quartier. Mon père tenait la caisse. Ma mère s'occupait des comptes et mon frère, de 3 ans mon aîné, passait le plus clair de son temps à créer des contacts, ce qui signifiait en réalité boire avec ses amis derrière la boutique. À l'époque, je croyais que nous formions une unité, pauvre mais soudée. Mes parents me répétaient que la famille signifiait sacrifice. Je les croyais. Le magasin était notre ancre. Chaque entaille dans le comptoir, chaque grincement des planches faisait partie de nous. Mes parents disaient toujours, « Un jour, ce sera à toi ». Ils n'avaient jamais précisé qu'ils parlaient de mon frère. Le jour où tout a basculé, je faisais un double service dans mon premier emploi dans une entreprise de technologie. Je suis rentrée pour trouver l'épicerie vide, les étagères dépouillées, les lumières éteintes, une pancarte fermée qui pendait mollement à la vitrine. Mes parents m'attendaient dans la cuisine, le sourire aux lèvres comme des gagnants de loterie. Ils l'avaient vendu. Comme ça. Pour aider l'affaire de ton frère, annonça ma mère comme si elle annonçait mes fiançailles. Il a une excellente idée, des lavages de voitures mobiles. Il lui faut juste un capital de départ. 120 000 €. Tout ce qu'ils avaient construit, tout ce que je croyais que nous hériterions équitablement. J'ai demandé pourquoi ils ne m'avaient pas consulté. Mon père a dit, « Tu as ta propre carrière, Daniel. Tu t'en sortiras bien. » Ce fut la première fissure. Mais la véritable rupture eut lieu 2 ans plus tard, lorsque j'appris la vérité. L'affaire s'était effondrée en 9 mois. L'argent envolé. Mon frère n'avait pour seul résultat qu'un gouffre de dettes et un retrait de permis pour conduite en état d'ivresse. Mes parents n'en parlèrent jamais, n'offrirent pas d'excuses. Au lieu de cela, ils commencèrent à s'intéresser à mon entreprise, la start-up que j'avais bâtie de rien, celle dont on parlait dans les journaux, celle qui commençait à générer de vrais revenus. D'abord, ce furent de simples questions, puis des allusions. Puis un soir, mon père déclara, « Tu devrais nous associer. La famille doit profiter de la famille. » C'est là que j'ai compris qu'ils n'avaient pas fini de prendre. J'aurais pu dire non. Mais pour des gens comme eux, non ne suffit pas. Non devient une invitation à insister davantage, à pousser plus fort, à manipuler plus subtilement. Alors je n'ai pas résisté. Je ne les ai pas avertis. J'ai souri. Je leur ai dit qu'ils avaient raison. Que la famille devait profiter de la famille. Je les ai laissés croire qu'ils gagnaient. Pendant 6 mois, j'ai pris des notes méticuleuses de chaque conversation. J'ai observé leur manière d'agir, comment ma mère adoucissait sa voix quand elle me demandait des détails sur mes actionnaires, comment mon père présentait ses conseils comme des ordres, comment mon frère essayait de charmer mon directeur opérationnel pour l'attirer à déjeuner. Je leur donnais juste assez d'informations pour qu'ils s'investissent. Non pas dans ma société, mais dans l'idée que j'étais assez naïf pour être manipulé. Pendant ce temps, je réécrivais discrètement mes statuts d'entreprise, dans une langue juridique hermétique qu'ils ne comprendraient jamais. J'y ajoutais des clauses sur les conflits d'intérêts, la moralité et la disqualification d'actionnaires ayant des dettes non réglées ou un casier judiciaire. Devinez qui remplissait ces conditions. L'étape suivante fut l'appât. Je les invitais à collaborer sur un petit projet qui nécessitait un investissement de leur part. Ils sautèrent dessus. Mon frère fit un virement de 5 000 € qu'il n'avait pas, tiré d'une carte de crédit. Mes parents puisèrent dans ce qui restait de leur retraite. Je leur envoyais des contrats qui semblaient simples mais qui comportaient des clauses les obligeant à fournir une divulgation financière complète. Relevé bancaire, déclaration fiscale, tout. Lorsque ces documents atterrirent dans ma boîte mail, j'y trouvai tout ce dont j'avais besoin. Compte à découvert, dette fiscale, un retrait lié au jeu sur le compte de mon père qui correspondait étrangement à son voyage d'affaires à Las Vegas. Je ne les ai pas confrontés.
J'ai documenté. J'ai laissé le dossier grossir, indéniable. La dernière étape était le moment. J'ai attendu la réunion trimestrielle du conseil d'administration, un cadre public, enregistré, où chaque mot serait noté. C'est là que j'ai annoncé une vérification obligatoire de conformité des actionnaires. Moins de 10 minutes suffirent à mon avocat pour énumérer les violations. Mes parents et mon frère étaient désormais officiellement inéligibles à détenir des actions, aujourd'hui comme demain. Je leur avais offert une place à la table juste pour pouvoir tirer la chaise sous eux. Et nous revoilà au café, avec les documents entre nous. Les yeux de ma mère étaient vitreux, non pas de tristesse, mais parce qu'elle comprenait enfin que le piège s'était refermé. C'est aussi notre héritage, dit-elle, la voix serrée. Non, répondis-je en faisant glisser les papiers vers eux. L'épicerie était votre héritage. Vous l'avez vendu. Ceci, je tapai le contrat du doigt, c'est le mien. La mâchoire de mon père se crispa. Tu fais une erreur. Je m'assure que vous ne puissiez plus en faire, répondis-je. Mon frère leva enfin les yeux de son téléphone, le front plissé par l'incompréhension. Tu ne vas vraiment pas nous aider. Je me penchai. Aider. Vous avez vendu la seule chose qui nous liait pour financer ton échec. Puis vous êtes venu chercher ce que j'avais construit. Vous n'avez pas besoin d'aide. Vous avez besoin de conséquences. Le café était silencieux, hormis le sifflement de la machine à expresso. Je me levai, laissai un billet de 20 € pour mon café, et sortis. Aucun d'eux ne me suivit. C'était il y a 2 ans. Aujourd'hui, ils sont ruinés. La retraite a disparu. Mon frère en est à sa 3e grande idée, dans un logement qu'il ne peut pas payer. Mes parents ont cessé d'appeler après que j'ai ignoré leur dernière carte de Noël, celle qui contenait une note manuscrite me demandant un petit prêt, en attendant que les choses s'arrangent. Culpabilité? Non. Je me sens pure, comme l'air après l'orage. La famille est censée être un abri. La mienne fut la tempête que j'ai dû traverser. Ils m'ont appris le sacrifice, mais pas de la manière qu'ils imaginaient. Et moi, je leur ai appris une chose aussi. Quand on brûle le pont de quelqu'un qui sait nager, il ne faut pas s'étonner de le voir survivre.